Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver sur l'antenne de CNews pour cette édition de Midi News. Le sommaire du jour à l'heure qu'il est, 6 raffineries sur 7 sont toujours touchées par la grève à l'appel de 2 syndicats alors que le gouvernement commence à lancer des réquisitions. C'est le cas désormais à Total Dunkerque où le mouvement s'étend. Et puis on parlera aussi des atteintes à la laïcité qui sont en hausse constante. On vous racontera d'ailleurs l'histoire incroyable de ce prof d'histoire géo qui a été menacé de décapitation dans un courrier haineux et antisémite. Enfin, le palmarès, mais est-ce vraiment le bon mot ? Palmarès des villes moyennes en matière de délinquance. La région nantaise, vous le verrez, est dans le haut du triste tableau. Tout cela développé avec nos invités juste après le JT d'Olivier de Kerenfleck. Bonjour Olivier. Bonjour Nelly, bonjour à tous et vous allez en parler avec vos invités. Violence, cambriolage, les villes moyennes, autrefois paisibles, ne sont plus épargnées par la délinquance quotidienne. C'est ce que révèlent les chiffres du service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Nos confrères du Figaro ont analysé ces crimes et délits dans quelques 400 communes. Les précisions, Sybille Delettre. Valenciennes, Montbéliard ou encore Agde. Autant de villes moyennes où le nombre d'agressions, coups et blessures volontaires dans l'espace public sont parmi les plus nombreuses. Au coude à coude, avec des villes de la banlieue parisienne comme la Courneuve. Des chiffres en nette augmentation depuis 2017. Par exemple, à Roubaix, 588 faits ont été recensés en 2021, soit 59,5 pour 10 000 habitants, contre 39 pour 10 000 habitants en 2017. Le désengagement de l'État est pointé du doigt. On peut parler d'une sous-estimation par l'État, mais il y a eu surtout une forme d'aveuglement par rapport à des nouvelles formes de délinquance qui aujourd'hui se sont installées partout. On voit se reconstituer une culture de banlieue, on pourrait dire, c'est-à-dire d'une criminalité organisée. Une flambée de délinquance dans les villes moyennes qui concerne aussi les cambriolages. Sur le podium, Rézé, dans la périphérie de Nantes, ou encore Résine, près de Bordeaux. Et il ne s'agit là que des faits portés à la connaissance des autorités et transmis à la justice. Au volet justice à présent, 4e jour du procès du crash Rio-Paris devant le tribunal correctionnel de Paris. 228 personnes avaient perdu la vie, je vous le rappelle, dans cette catastrophe aérienne. C'était le 1er juin 2009. Les entreprises Airbus et Air France jugées pour homicide involontaire. Noémie Schulz, vous êtes sur place et depuis hier, Noémie, les experts aéronautiques se divisent sur les causes de ce crash. Oui, le premier expert entendu, ingénieur de formation, se montre très critique envers les pilotes. Selon lui, ils ont commis une série d'erreurs qui ont conduit au crash. La première étant de ne pas avoir contourné la zone de turbulence cette nuit-là. Le tribunal insiste sur le gel des sondes Pitot qui a privé les pilotes d'informations sur la vitesse de l'avion pendant près d'1 minute. De façon assez péremptoire, l'expert l'assure. La sagesse, quand il se passe quelque chose comme ça, c'est de ne toucher à rien. Si le copilote n'avait pas tiré sur le manche, il ne se serait rien passé du tout. L'avion était stable. Une charge très violente contre l'équipage qui heurte certaines familles de victimes et à laquelle le collège d'experts qui lui succède ne s'associe pas du tout. Ces 3 anciens pilotes chevronnés insistent sur le sang-froid de l'équipage qui dialogue et applique la procédure jusqu'au dernier moment. Le problème, explique l'un d'eux, c'est qu'ils ont des informations à l'inverse de la réalité. C'est l'incompréhension qui domine, surtout que les pilotes doivent prendre des décisions au milieu d'alarmes qui se déclenchent, s'arrêtent, repartent pour prendre la mesure de cet environnement sonore saturé, indispensable à la manifestation de la vérité. Le tribunal a décidé de diffuser l'enregistrement des boîtes noires. Les proches des disparus pourront donc entendre les derniers échanges des 3 pilotes, mais pas la presse. Un huis clos a été ordonné afin d'éviter tout risque de fuite. Merci Noémie. Noémie Schulz en direct du tribunal correctionnel de Paris. L'actualité internationale alors que le président turc Recep Tayyip Erdogan rencontre son homologue russe Vladimir Poutine aujourd'hui. Le président ukrainien s'est exprimé ce matin devant le Conseil européen. Au lendemain de nouvelles promesses d'envoi d'aide militaire de Londres et de Paris, Volodymyr Zelensky a salué l'unité européenne. Écoutez-le. Nous voyons les résultats déjà historiques de ce dialogue entre Européens. Nous voyons que le résultat de ces actions a rendu l'Europe plus forte que jamais. Jamais dans son histoire, l'Europe n'a été aussi forte, aussi unie. Ensemble, nous isolons la Russie. Ensemble, nous la punissons pour ses actes de terreur et nous faisons peser sur elle le poids de la guerre.
Et place au débat tout de suite dans Midi News avec vous, Nelly Denac et vos invités. Merci beaucoup, cher Olivier. On se retrouve bien sûr à 13h pour un nouveau point sur l'actu en votre compagnie. Les invités, justement, je vous les présente. Bonjour Caroline Pilastre. Bienvenue, merci de nous avoir rejoints. Je rappelle que vous êtes chroniqueuse chez Sud Radio. À vos côtés, Philippe Ballard, député du Rassemblement national de l'Oise. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation, ainsi d'ailleurs que Raphaël Steinville. Bonjour Nelly. Bonjour Raphaël, vous êtes rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. Rappelons-le, on va évidemment être accaparé par cette pénurie de carburant qui se poursuit. Hier soir, vous le savez, l'espoir d'une sortie de crise s'est à nouveau envolé, alors qu'Emmanuel Macron lui-même prévoyait un retour à la normale dans le courant de la semaine. Force est de constater qu'on semble en être très très loin pour l'instant, même si les réquisitions ont commencé. On va y revenir dans le détail, mais je vous propose d'écouter un extrait de ce qu'il a dit dans ce nouveau format d'émission, L'événement. Il sera dans le courant de la semaine qui vient. Pourquoi ? D'abord, je vais être très clair. Ceci n'a rien à voir avec la guerre. Rien. Il s'agit de conflits sociaux dans deux entreprises, Exxon et Total, qui ont fait des profits importants, parce que le contexte est bon pour ces entreprises, qui ont beaucoup distribué à leurs actionnaires et qui ont des négociations en cours, mais où il y a eu des débats salariaux. Oui. Et ils ont tardé. Philippe Ballard, là, il nous pose une sorte de diagnostic, il nous fait une explication de texte, mais à quel moment fait-il réellement pression sur cette direction de Total, ce qui pêche un peu par naïveté ? Alors, je crois qu'il y a deux choses dans ce dossier. Il y a l'aspect politique et puis l'aspect syndical, social, CGT Total. L'aspect politique, moi, je me souviens très bien, on avait fini les travaux à l'Assemblée nationale à minuit. C'était lundi dernier, pas lundi de cette semaine, lundi précédent. C'est-à-dire il y a 10 jours. Et je rentre et sur l'autoroute, je vois une file de voitures, 400 mètres à peu près, des gens qui faisaient déjà la queue pour remplir leur réservoir. Il y a 10 jours de cela. Et quelques jours plus tard, M. Véran nous disait « Non, pas de problème, tout va très bien, Madame la Marquise, il n'y a que 10% des stations qui sont touchées, on va revenir à la normale dans quelques jours. » C'est-à-dire le gouvernement n'a absolument pas pris la mesure de ce qui était en train de se dérouler. Je sais pas, qu'est-ce qu'a fait le ministre des Transports ? Enfin, on peut quand même s'interroger. Il aurait pu mettre la pression un peu sur... sans doute pas la CGT, mais au moins Total, pour dire asseyez-vous une table de négociation et commencer le dialogue social. C'est vrai qu'on l'entend pas sur ce dossier. On a entendu Bruno Le Maire, on a entendu... il renvoie même, il dit c'est pas moi, hein, c'est la ministre de la Transition écologique qui gère. Voilà, donc c'est un fiasco total. Ça rappelle un peu l'histoire des masques, l'histoire de la gestion de la Covid. On est dans un déni de réalité au début de la crise. On s'enfonce dans la crise, on ment aux Français. Et puis à un moment, il faut quand même sortir un petit peu de ça. Alors ça, on en parlera peut-être, mais c'est l'autre volet entre la CGT d'un côté de la table et de l'autre côté Total, où chacun a une part de responsabilité. Alors on va aller sur le terrain sans plus tarder, car Jeanne Cancard nous attend. Elle est à Port-Jérôme, Gravenchon. Bonjour Jeanne. On rappelle, il y a une AG qui doit décider de la suite du mouvement dans l'après-midi. Ça, c'est à peu près le cas tous les jours. C'est surtout là que la première réquisition a été décrétée. Où en est-on en ce moment ? Eh bien, ça y est, Nelly, du carburant sort ici du dépôt. C'est pour cette raison, évidemment, que les 4 salariés ont été réquisitionnés, puisque eux, ils sont chargés d'ouvrir les vannes pour acheminer le carburant, soit via des camions-citernes, on en a vu sortir tout à l'heure, soit via des pipelines, c'est-à-dire des tuyaux souterrains pour acheminer le carburant jusqu'au dépôt de Gennevilliers, dans l'ouest de l'Île-de-France. On le voit donc, la situation commence légèrement à se débloquer, mais le mouvement de grève persiste toujours, puisque lors de la dernière Assemblée Générale ce matin à 6h, les salariés ont voté pour la poursuite du mouvement, même si on constate aussi un affaiblissement du mouvement, puisque les salariés grévistes sont moins nombreux. On est quand même au 24e jour de grève. Certains nous disent être lassés, d'autres ont baissé les bras face à une direction qui n'entend pas leurs revendications. Mais il y a aussi une partie qui nous disent que, au contraire, ces réquisitions les ont remontées plus que jamais, qu'ils veulent continuer à faire entendre leurs revendications, à continuer le mouvement. D'ailleurs, la CGT, à 8h ce matin, a déposé un référé devant la justice pour contester ces réquisitions. Et la réponse devrait être rapidement connue dans les 48 heures. Oui, c'est vrai. On a appris entre-temps que ce serait sous 48 heures un référé déposé au tribunal administratif de Rouen. Merci Jeanne, accompagnée de Fabrice Azner pour les images. On vous retrouvera bien évidemment tout au long de cette édition. Raphaël Steinville, les discussions
sont au point mort. Pourtant, il y avait un espoir. On a l'impression que Total a essayé de lâcher un peu de lest en ne conditionnant plus désormais les rencontres, les négociations à l'arrêt des blocages, mais bel et bien à la reprise des livraisons de carburant. La CGT a dit niette. De facto, pour vous, elle porte une responsabilité maintenant ? Oui, bien évidemment que la CGT porte une responsabilité, mais pour rebondir ce qui a été dit sur la responsabilité aussi du gouvernement et d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il a beau jeu d'inviter et Total et la CGT et les syndicats à se mettre autour de la table, mais c'est compliqué quand même pour le président de donner des leçons de négociation quand lui s'assoit sur un certain nombre de négociations, veut passer en force en permanence. Donc moi je pense que ça va être très compliqué. Je pense que la responsabilité de la CGT est immense. Et si aujourd'hui on peut constater encore un soutien relatif de la population, qui m'étonne, je pense qu'au fur et à mesure que les jours vont passer, ce soutien risque de s'effriter. Caroline Pilastre, à la fois sur la réaction d'Emmanuel Macron et peut-être le rôle de la CGT dont on a bien compris, on en discutera aussi avec un nouvel invité qui vient de nous rejoindre, Antoine Léaumont, qui est député LFI de l'Essonne, sur la responsabilité maintenant qui se met un petit peu du côté de la CGT, parce que Total semble lâcher du lest sur certaines des conditions que la direction avait posées, mais Philippe Martinez a bien senti que pour l'instant ils avaient la main, donc il souhaite évidemment de son point de vue la conserver. Ils veulent 10% d'augmentation et rien d'autre. Donc la négociation ne se fera pas à 6% avec un mois supplémentaire offert par Total. Pour en revenir à M. Macron, j'ai trouvé exaspéré hier soir face à notre consoeur Caroline Roux sur cette question. Évidemment que gouverner, c'est prévoir un minimum. Le gouvernement n'a pas anticipé cette crise, comme ce que vous rappeliez pour la Covid ainsi que les masques. Depuis septembre, la CGT menace de bloquer le pays. Monsieur Macron aurait pu passer un coup de fil au PDG Total pour essayer de trouver une solution, de trouver des pourparlers et mettre les acteurs autour de la table. Il ne l'a pas fait et on a la sensation que cette chienlit est quand même en partie liée au gouvernement. Mais en attendant, on n'entendait absolument personne de la majorité en parler avant que nous soyons tous dans cette difficulté, dans cette galère sans nom. Concernant la CGT, bien évidemment qu'ils ne voudront pas arrêter la grève avant d'avoir obtenu ces 10%. Donc là, c'est un rapport de force entre Total, qui a fait des hyper-profits. On peut comprendre que sur le plan moral, ce soit extrêmement choquant d'avoir divulgué le salaire du PDG pour ses salariés, mais on peut aussi comprendre que ce soit l'enfer pour nous tous au quotidien. Et j'ai une pensée particulière pour les soignants, pour les infirmiers, les médecins, les pompiers, les policiers. Il n'y a même pas eu un service minimum d'organiser pour ces professions qui sont dans une galère vis-à-vis de leur patientèle. Et vraiment, j'ai une pensée pour toutes ces personnes qui attendent des heures, voire qui ont des interventions ou des rendez-vous médicaux reportés. Et j'ai envie que ça se termine, comme la plupart d'entre nous, le plus rapidement possible. Mais on sait très bien qu'à partir du moment où il y aura une réelle négociation, les raffineries ne pourront repartir qu'au bout de 10 jours. Donc là, c'est un cercle infernal jusqu'au moins fin octobre ou début novembre. Donc on est loin de la promesse émise par Emmanuel Macron. Antoine Léaumont, votre regard, tandis que là, sur ces images, juste précision, on a aperçu, il est derrière François Ruffin aux côtés des CGTistes en Seine-Maritime. Donc j'imagine que le politique rejoint aussi les syndicats. Vous les soutenez dans ce combat, même si on le précise quand même, il y a d'autres syndicats qui, eux, sont majoritaires au sein de ces raffineries et qui, eux, ont passé un accord avec la direction, notamment autour de ces fameuses 6% d'augmentation de salaire, la prime exceptionnelle de 3 000 €, l'aide au transport ponctuel de 750 €. Mais évidemment, la CGT est à la manœuvre pour faire monter les enchères, si je puis dire. Les revendications de départ des salariés, c'était une augmentation de 10%. Et cette revendication, elle est légitime, vous l'avez dit, compte tenu du fait que Total a généré cette année et l'année dernière des profits qui sont mirobolants et qu'il ne faudrait pas oublier que les profits des entreprises sont dus au travail des salariés. Donc c'est une question de partage de la richesse. Quand des entreprises génèrent du profit, il est normal qu'il y ait une part qui revienne aux salariés, et là, c'est ce que demandent les salariés. Notre présence sur ces raffineries, elle a du sens. Je vais vous dire pourquoi. Moi, j'étais hier sur une de ces raffineries également avec plusieurs de mes collègues insoumis, mais ça a du sens parce que c'est quelque chose que nous avons porté cet été dans la question du projet de loi pouvoir d'achat. Je mets des gros guillemets sur pouvoir d'achat parce que je ne sais pas si les Françaises et les Français ont vu augmenter leur pouvoir d'achat depuis que cette loi est passée, mais ce n'est pas ce qu'on me dit en tout cas. Nous avions porté l'augmentation des salaires. Et c'était vraiment
vraiment le centre de notre argumentation. Nous avions d'ailleurs proposé l'augmentation du SMIC à 1 500 €. Augmentation du SMIC a été refusée par l'ensemble de nos adversaires qui vont de la Macronie jusqu'au Rassemblement national. On laissera Philippe Ballard d'ailleurs vous répondre tout à l'heure. Mais nous avions proposé ça et en face on nous répondait non, ce qu'il faut c'est des primes et de l'intéressement aux entreprises. On voit aujourd'hui, et l'extension du mouvement de grève dans d'autres secteurs montre bien que la question centrale, c'est la question de l'augmentation des salaires. Et donc, il est normal que nous y allions. Mais alors, je précise, parce qu'on nous dit souvent, vous faites de la récupération politique, etc. Nous n'allons sur ces raffineries que lorsque les salariés en grève sont d'accord et considèrent que c'est utile que nous venions sur place. On ne va pas, genre comme ça, vous vous montrez en pas, s'imposant. vous vous pointez pas de manière inopinée. Exactement. Okay. On vient, si jamais les salariés organisés dans la lutte nous disent c'est utile, ça fait parler de notre lutte, et donc merci de venir, mais voilà. Mais je vais faire un petit addendum à ma question quand même, une petite question subsidiaire. Ceux qui contestent aujourd'hui cette augmentation, en tout cas qui disent peut-être qu'ils sont un petit peu gourmands, pointent aussi le fait que chez Total, l'actionnariat des salariés est plus important que dans d'autres corps de métier, dans d'autres entreprises, alors, à hauteur de pratiquement 8%, ce qui n'est pas rien quand même. Je crois que c'est 6,8. Ça veut dire que si les dividendes augmentent, eux aussi en justement, je leur ai posé la question aux salariés, parce que vous savez, c'était une grande question, c'était alors vous êtes des privilégiés, combien vous gagnez, etc. Donc on a rigolé un peu sur le sujet, parce que ce ne sont pas des privilégiés. Et d'ailleurs, l'un d'entre eux m'a dit que leur espérance de vie était 7 ans, inférieure à la moyenne. Hein. C'est des travaux pénibles. Il y a la pénibilité. On ne parle pas de on gens... est sur les 3-8, oui. Voilà, donc c'est des travaux qui sont pénibles. Donc le salaire qu'ils ont représente aussi une réponse à cette pénibilité-là. Mais j'ai oublié en cours de route la question qui était sur l'actionnariat, le fait qui était sur l'actionnariat. Donc je leur ai demandé, je leur ai dit, mais alors, donc vous êtes des gros privilégiés d'actionnaires en plus? Ils m'ont dit non. En fait, et c'est logique, ceux qui ont davantage d'actions sont les profils cadres qui ont plus d'argent, et ceux qui travaillent... Moi, ils m'ont dit, nous, si on a une cinquantaine d'actions, c'est un maximum. Donc ça ne joue pas énormément dans leur C'est pas le début de la richesse pour eux. Et puis surtout, c'est encore une question de répartition entre capital et travail. C'est le travail qui produit la richesse. Le fait d'être actionnaire, le fait d'avoir du capital, donc de l'entreprise, n'est pas ce qui produit la richesse. Eux, ce qu'ils demandent, c'est une meilleure répartition pour le travail, à défaut du capital. Philippe Ballard, juste en réponse au SMIC, parce qu'on a bien compris maintenant, et on va en reparler dans le détail, que ce conflit risque de s'étendre, que en gros la CGT aimerait bien voir une grève générale au niveau des autres secteurs. Est-ce qu'il n'eût pas été bon de commencer par le commencement avant que d'en arriver à peut-être une situation de blocage social dans le pays? Alors, pour répondre directement à mon collègue, c'est vrai qu'on a, nous n'avons pas voté la hausse du SMIC à 1 500 € parce qu'on a une autre proposition qui est plus intelligente que Marine Le Pen a portée pendant la présidentielle. C'était une augmentation jusqu'à 3 SMIC, c'est-à-dire 4 500 € de 10% sans charge patronale. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier, si vous avez regardé les chiffres, il y a des défaillances d'entreprises qui se multiplient dans le pays. Si vous demandez une augmentation du SMIC à une entreprise qui est ric-rac, à risque de mettre la clé sous la porte. Voilà, c'était 10% jusqu'à 3 SMIC, parce que quelqu'un qui est payé 200 € de plus que le SMIC actuel, s'il y a une augmentation du SMIC à 1 500 €, à quoi servent ces compétences? Enfin, il faut juste aller jusqu'au bout du raisonnement. Bon, après la mobilisation avec tous les politiques qui se rendent, comme on peut le voir sur ces images, il ne faut pas oublier que dimanche, il y a une journée de mobilisation organisée, entre autres, par les filles. Donc le fameux 16 octobre. Je pense qu'il ne faut rien attendre avant dimanche prochain, voire même peut-être le 49.3. Ça sera après. En guise de réponse, et puis on va intégrer nos autres invités. Juste pour répondre sur ça, en fait, le point de désaccord qu'on a, c'est vrai, c'est un point de désaccord qui est assez majeur, c'est que vous dites qu'il faut moins de cotisations patronales sur les salaires et moins de cotisations, et donc augmenter le salaire net. Sauf que le salaire brut sur lequel il y a des cotisations, c'est aussi du salaire. C'est ça qui paye la sécurité sociale, c'est ça qui paye nos droits sociaux. Donc, quand on augmente le SMIC brut, on augmente à la fois les cotisations, on fait d'ailleurs rentrer davantage d'argent dans les caisses de l'État au passage, mais on augmente le salaire net également. Et nous avions assorti notre proposition, parce que c'est vrai, il y a un problème qui est exact, mais que font les petites entreprises qui ont des salariés au SMIC et qui vont avoir des difficultés? Eh bien, notre proposition était assortie d'une réforme de la fiscalité sur les entreprises, de manière à ce que les petites entreprises payent moins de cotisations patronales et que les grandes entreprises en payent davantage. C'est une manière de faire dans l'entreprise qui existe pour les particuliers, c'est-à-dire un impôt progressif à l'intérieur des entreprises. Donc, ce n'était pas une proposition qui était en l'air comme ça, mais la question de l'augmentation du salaire brut et du salaire net à la fin, c'est une question qui est centrale pour les gens. Raphaël Steinville, peut-être.
Oui, moi je vous entends, alors c'est très intéressant, mais bon, la présidentielle malheureusement elle est terminée et l'un et l'autre, vos candidats ont perdu. Moi il y a quelque chose qui m'étonne quand même, c'est vous dites que vous répondez et vous êtes présent auprès des syndicalistes lorsqu'ils vous font l'invitation de partager leur combat, mais est-ce que vous avez seulement la curiosité de vous rendre dans un certain nombre de stations Total ou autres stations en France où des queues et des queues d'automobilistes attendent, patientent, sont dans l'incapacité de pouvoir faire le plein, d'aller travailler. C'est ça qui est assez surprenant. Bien évidemment que vous allez être accueillis avec des roses par les syndicalistes de la CGT, mais les autres, les Français qui sont pour beaucoup abandonnés, désespérés face au silence du gouvernement qui tarde à prendre des réponses énergiques pour que ces déblocages se fassent, et vous qui continuez dans la surenchère et appelez même à la grève générale. Il y a quand même des gens qui votent pour vous, dans ces gens qui sont confrontés aux difficultés. On pense aux artisans, il y a tout dans tous les secteurs d'activité. Il y en a partout. Donc oui, on imagine, vu la moisson quand même que vous avez fait, on imagine que ça transcende quand même les catégories sociales. Et je voulais quand même préciser que ces gens-là, à 70%, ils sont contre le mouvement aujourd'hui. Donc voilà, c'est juste pour reposer c'est pas tout à fait ce qui est... Non. Alors ça dépend comment on pose la question. Si on regarde le sondage, il y a un sondage qui a été fait très récemment, qui est un sondage qui pose aussi la question de est-ce qu'on comprend en gros les revendications des ouvriers. Ils les comprennent. Ils comprennent les revendications, mais la grève, ils ne sont pas nécessairement opposés au mouvement. Ce qu'ils disent, c'est que la grève pose des problèmes concrets. Mais ça, il faudrait être absurde pour dire que ce n'est pas le cas, puisque c'est le principe. Le principe d'une grève, c'est de bloquer une partie de l'économie. Donc oui, il peut y avoir une forme de colère qui s'exprime face à la situation, mais je rappelle que les responsables du blocage sont ceux qui refusent de partager la richesse. Les salariés sont juste en train de se battre pour le pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, moi je dis aux gens qui ont envie de se battre pour leur pouvoir d'achat, précisément de se rendre à cette marche du dimanche 16 octobre, 14h, place de la Nation à Paris, pour porter la question du pouvoir d'achat. Mais non, mais c'est une question importante. Caroline Pilastre, il nous reste... les gens qui se battent aussi pour ce pouvoir d'achat ont besoin de travailler. La grève est un droit fondamental et constitutionnel, bien évidemment. Mais à partir du moment où on est impacté, tous dans notre quotidien, et la justification s'entend en fonction de l'angle où on se place. Chacun voit midi à sa porte une fois de plus. Mais on n'a pas à subir, on n'a pas à en pâtir. C'est quelques personnes qui bloquent tout un pays. Vous ne croyez pas qu'après ce qu'on a vécu avec la Covid, économiquement aussi parlant, on doit passer un peu à autre chose et tous essayer de survivre autant que possible. Je parle des classes moyennes, bien évidemment. Bien les gens aisés, ça ne changera rien pour eux. Mais les gens qui galèrent, qui prennent les transports. Hier, j'étais encore dans le métro, mais c'était l'enfer sur Terre. Donc, il y a un moment donné, il faut que ça stoppe. Et on ne peut pas à chaque fois bloquer un pays pour des revendications. Est-ce que la CGT veut mettre le feu au pays aujourd'hui ? Alors, j'ai tapé sur le gouvernement. Alors, je voudrais aussi parler de la CGT Total, mais il reste moins d'une minute, alors je vais essayer d'aller très rapidement. En fait, là, c'est une grève préventive. Il y a eu une augmentation de 3,5% au mois de janvier. Il y avait des négociations qui étaient prévues au mois de novembre. La CGT dit non, maintenant c'est de l'argent tout de suite. Bon, voilà. Et de l'autre côté de la table, vous avez Total, 15 milliards d'euros de bénéfices sur 2 trimestres, 3 milliards versés aux actionnaires, de dividendes versés aux actionnaires. Il est tout à fait normal quand même que les salariés disent je voudrais un petit peu ma part du butin. Mais non, mais il y a un moment, les gilets jaunes, c'est pas si vieux quand même. On peut pas. Alors on nous explique oui, mais Total paye déjà beaucoup d'impôts dans beaucoup de pays. En France, ils font pas beaucoup de bénéfices. Mais il y a un moment, ça devient inaudible pour l'opinion publique. Quand le 10 du mois, dans ma circonscription, les gens me disent le 10 du mois, moi, je sais pas comment je vais finir le mois. Donc quand on dit 3 milliards distribués aux actionnaires. Il y a un problème qui se pose. Il faut que Total, quand même, redescende un petit peu sur terre. 180 milliards de chiffre d'affaires en 2021. On s'interrompt, vous avez entendu le générique retentir, mais on revient, bien sûr. On parlera aussi de ces atteintes à la laïcité qui sont en hausse à la lumière, en plus de cette menace, même pas voilée, reçue par ce professeur d'histoire géo, menacé de décapitation dans un courrier haineux et antisémite. A tout de suite. De retour avec vous pour la suite de Midi News. Ce sera dans un tout petit instant. La reprise du débat juste après le Flash Info avec Audrey Berthaud. Bonjour Audrey.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. Des villes moyennes autrefois tranquilles gagnées aujourd'hui par la délinquance. C'est le constat du Figaro qui a analysé les crimes et délits dans les villes de 20 000 à 100 000 habitants. En tête des villes moyennes les plus frappées par la délinquance, on retrouve Valenciennes, Douai, Lens ou encore Roubaix. Hier, les oppositions ont rejeté en première lecture l'article du projet de loi de finances qui prévoyait de contenir le déficit public à 5% du PIB en 2023. Les députés ont ensuite accepté d'adopter un amendement visant à dissuader les grandes entreprises de distribuer des super dividendes, une résistance face à laquelle le gouvernement agite la menace du 49.3. Enfin, près de 70% des animaux sauvages ont disparu en 50 ans. C'est le terrible constat de l'association WWF. La destruction des habitats naturels, en particulier pour développer l'agriculture, reste la cause principale, suivie par la surexploitation, le braconnage et le changement climatique. Merci beaucoup Audrey, à tout à l'heure. Je suis toujours autour de cette table en compagnie de Ravel Steinville, Caroline Pilastre, Philippe Ballard et Antoine Léaumont. Merci à tous les quatre d'être restés en notre compagnie. On va revenir bien sûr à la crise du carburant et à ces négociations qui patinent, qui n'avancent pas. La CGT qui poursuit le combat sur le terrain avec les employés de raffinerie Total et Esso ExxonMobil, ainsi d'ailleurs que FO qui a rejoint la danse hier pour la plupart de ces sites. Mais avant cela, j'aimerais qu'on aborde un autre thème. On va parler de ce professeur de confession juive qui est menacé de décapitation dans un courrier particulièrement explicite qui fait même référence à Samuel Paty. Alors comme lui, il enseigne l'histoire géo et il a accepté de se confier sur ce qu'il a enduré, sur le malaise aussi qui règne dans l'éducation nationale dès lors qu'il est question des questions de laïcité. Je vous propose de regarder ce reportage tourné par Thibaut Marcheteau, Augustin Donadieu et Amaury Bucco. Et bon, je vais essayer de la lire. L'émotion est encore vive. Ce professeur d'histoire-géographie peine à lire la lettre qui lui a été envoyée à son lycée ce lundi matin. On va lui faire une Samuel Paty à lui et son père, le vieux rabbin sioniste. 5 lignes qui ont bouleversé la vie de cet enseignant. On va s'occuper de lui à la sortie du lycée. Et celle de sa famille. C'est très violent parce que ça me touche personnellement dans mon identité privée et ça me touche en tant que professeur puisque il y a le nom du collègue, donc c'est pour faire mal aussi. Ce courrier apparaît en effet presque 2 ans jour pour jour après l'assassinat du professeur Samuel Paty. C'est une lettre qui n'est pas envoyée à n'importe quel moment, donc oui, ça interroge et ça met dans une angoisse certaine, quoi. Malgré la peur, ce professeur a voulu prendre la parole. Bien sûr, il y a une forme d'omerta, mais que s'imposent aussi eux-mêmes les professeurs, au bout d'un moment. C'est-à-dire que ça dépasse même le cadre de l'institution ou du ministère. C'est qu'il y a aussi des professeurs qui se censurent. Ça, je pense que c'est une réalité. Ce silence vis-à-vis de ces menaces quotidiennes, même si elles sont silencieuses, latentes, ça finit par peser sur les professeurs. Et oui, je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience, quoi. Ce professeur nous l'assure, son envie d'enseigner reste intacte. Je suis déterminé à revenir enseigner parce que j'ai pas envie de rompre une passion, une vocation, même pour des menaces, mais c'est certain qu'il y avait un avant, il y aura un après, oui, c'est certain. Le professeur et le proviseur de l'établissement ont porté plainte. Une enquête est ouverte pour menace de mort sur personne chargée d'une mission de service public. On rappelle aussi qu'au début du mois, au lycée de Tannes, ça c'est dans le Haut-Rhin, un prof avait été menacé par l'oncle d'une élève, à peu près dans les mêmes termes, à l'issue d'un cours sur la laïcité. Caroline Pilastre, outre le fait que c'est insupportable d'aller travailler la peur au ventre, ça on imagine ce qui peut arriver et traverser l'esprit de cet homme, il y a tout dans ce témoignage. Évidemment les menaces, il y a l'antisémitisme, il y a les atteintes à la laïcité, et puis même il rajoute l'autocensure que s'imposent les profs. C'est-à-dire qu'on en est là aujourd'hui. C'est honteux, c'est scandaleux, c'est pas la première fois que ça arrive. On sait très bien que dans certains quartiers, dans certains établissements, il y a une omerta. Il ne faut pas faire de vagues sur certains sujets liés à l'instruction de la Shoah ou du colonialisme ou de la laïcité. Là, le proviseur a soutenu son professeur, c'est une très bonne chose. Il faut que la hiérarchie, l'administration, le rectorat soient toujours avec ses professeurs. Il ne faut pas les laisser tomber. Et ce qui est terrifiant depuis l'horrible histoire de Samuel Paty, c'est que c'est devenu, dans certains cas, un élément de langage. On va te faire une Samuel Paty si tu parles de laïcité. Enfin, on marche sur la tête. Et moi, j'attends surtout
la réaction du ministre de l'Éducation nationale. On ne l'entend pas, en fait, sur ces questions. Donc moi, j'aimerais vraiment qu'il réagisse parce que ça serait un message fort envoyé à certains individus qui ne respectent pas la laïcité, les valeurs républicaines et tout simplement les professeurs. Antoine Léaumont, vous êtes outré ? Oui, déjà, moi, je veux dire, avant de vous répondre, je veux dire mon soutien à ce professeur. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais en tout cas, mon soutien et le courage qu'il a aussi d'y aller. Maintenant, il y a une question qui s'était posée déjà pour Samuel Paty, qui est la question des moyens qui sont mis en œuvre pour protéger les gens quand ils sont victimes de menaces. Et il y avait eu, dans le cas de l'affaire Samuel Paty, des alertes qui avaient été faites et qui n'avaient pas été suivies des faits. Là, on a un cas qui est très grave. C'est une menace de mort qui est extrêmement directe, une menace de décapitation. Et j'espère que les moyens seront mis par le ministère de l'Intérieur. L'inspection académique va s'en saisir. Mais j'espère que le ministère de l'Intérieur va aussi faire le travail pour faire en sorte que ce monsieur soit protégé. Parce que ce ne sont pas des menaces qu'il faut prendre à la légère. Mais au-delà, qu'est-ce que vous faites pour forcer les élèves à se conformer à l'apprentissage qu'ils ont à se voir dispenser dans un établissement public dans notre pays ? C'est déjà le cas. L'école est obligatoire à l'école. L'école est obligatoire. Les cours sur la laïcité, ça fait partie du corps. Oui, bien sûr, mais il faut continuer à enseigner ces cours. Et je le répète, la laïcité est le moyen de vivre en paix à l'intérieur d'un pays. Nous sommes un pays qui a vécu des siècles de guerre de religion. Et il ne faut pas y revenir par l'abandon de cette laïcité. Donc il faut toujours la défendre et la porter. Et je pense que les menaces qui sont faites sur ce sujet-là ne doivent pas être écoutées. Il faut être très ferme, très fort vis-à-vis de ces menaces. Mais au-delà de la non-conformité d'un élève à un cours, c'est l'exclusion ? Je ne comprends pas ce que c'est que la non-conformité. Quand un élève, parce on va voir aussi qu'il y a des atteintes à la laïcité, des signalements qui sont en hausse, 313 signalements en septembre, ça n'est pas rien. C'est-à-dire que quand un élève refuse de se plier à l'injonction de son prof, il doit être sanctionné, il doit être viré du lycée. Il doit être sanctionné, mais le virer n'arrangerait pas le problème. Parce que si vous virez l'élève, qui ensuite va faire des cours sur la laïcité ? Qui va donner à cet élève la possibilité d'apprendre autre chose que ce que potentiellement il peut apprendre à l'extérieur ? Donc une sanction en espérant qu'elle marche, quoi. Okay. Évidemment, mais il faut surtout à la fin que les élèves retournent à l'école et apprennent sur Philippe Ballard, puis Raphaël Steinville. Écoutez, on est face à une idéologie qui gangrène non seulement le milieu scolaire, mais toute la société, une idéologie islamiste. Vous savez, en 2004, il y avait un rapport Aubin. C'était un inspecteur général de l'éducation nationale qui dénonçait, qui alertait, parce que c'était son rôle d'alerter, pas de dénoncer, mais ce qui se passe. Il y a eu Creil, l'histoire des jeunes filles voilées, 1989. C'est pas nouveau. Tous les gouvernements de droite, de gauche, du centre ont mis la poussière sous le tapis. Aucun ministre de l'Éducation nationale n'a voulu dévoiler le rapport Aubin, à tel point d'ailleurs que lui a décidé d'en faire un livre qui est sorti, je crois, en 2005. 2005. Oui, donc ça commence à dater un peu. Ça fait 17 ans. Donc cette idéologie qui gangrène la société française, c'est pas nouveau. Après, parfois, moi j'ai rencontré des proviseurs et l'Éducation nationale leur disait, écoutez, gérez ça au mieux. C'est hashtag pas de vague. Hashtag pas de vague. Faut pas que ça se sache, faut pas qu'on en parle. Et vous parliez du ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Pap Ndiaye. On lui a posé mardi dernier une question orale à l'Assemblée nationale et il nous a dit oui, on condamne fermement. D'accord, très bien. Vous faisiez référence à ce qui s'est passé dans le Bas-Rhin. Le rectorat dit on condamne fermement. Non, mais on n'a pas à condamner fermement. Et puis quand même, on ne peut pas faire l'économie de la réflexion. Il y a un lien évident entre politique migratoire et ce qui se passe dans nos établissements scolaires. Raphaël Steinville, le vrai scandale, il est là aussi, il est sur le fait du non-soutien et effectivement qu'on ne prenne pas en compte ces menaces contre les profs aujourd'hui. D'abord, c'est évident, il y a une offensive islamiste à l'école. C'est marqué par un certain nombre d'événements qui sont rapportés notamment sur cette chaîne, par ces signalements désormais mensuels voulus par Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale. Et d'une certaine manière, c'est tant mieux. Il dessille un peu, lui qui a eu si longtemps les yeux grands fermés, prend conscience de ce phénomène. Mais il y a quand même aussi une immense responsabilité du pouvoir politique, en l'occurrence du ministre de l'Éducation nationale, qui n'a pas encore pris la pleine mesure. Il faut voir qu'en septembre, son ministère a envoyé une circulaire pour finalement rappeler cette loi de 2004 et prendre en compte les nouveaux événements, de nouveaux phénomènes d'abaya et de camis que l'on voit dans les écoles. Mais
c'était extrêmement flou et les proviseurs sont dans l'incapacité finalement aujourd'hui d'avoir vraiment les moyens d'agir. Et après, il y a une complicité d'un certain nombre de mouvements politiques et notamment de la France insoumise, de ce qu'on peut appeler l'islamo-gauchisme qui, en même temps qu'elle condamne sur les plateaux de télévision les menaces qui sont faites à l'encontre d'un certain nombre de professeurs, participe, soutient notamment ces élèves qui revendiquent le port de l'abaya et du camis dans les écoles. C'est le cas notamment, c'était hier à Nanterre, il y a le blocage du lycée... d'un lycée à Nanterre, justement sur l'une de ces revendications qui est de pouvoir porter l'abaya et le camis, et on voit des députés de la France Insoumise qui sont en soutien de ce blocage de ce lycée. Très honnêtement, il y a une complicité évidente et je trouve extrêmement dangereuse entre l'islamisme et la France Insoumise aujourd'hui. Les tenues islamiques à l'école, pour vous, c'est non et c'est tout? Les tenues, pardon? Islamique à l'école, c'est non. Il faudrait définir ce que c'est qu'une tenue islamique. Mais je voudrais revenir d'abord. Abaya, c'est facile. Hein. Là, franchement, attendez, c'est facile. Moi, j'ai écouté un sujet de vos confrères de BFM TV qui interrogeaient des jeunes filles pour savoir si elles considéraient que leurs tenues étaient des tenues islamiques. Elles disent non, ce sont des tenues qu'on a l'habitude de porter, nous, et qu'elles préfèrent avoir des vêtements qui sont plutôt amples que des vêtements serrés. Je dis, si on met en place, si vous voulez mettre en place... Bienvenue dans la politique d'intégration et d'assimilation. C'est le communautarisme à l'état pur. Des réponses comme ça, mais c'est dramatique, c'est grave. J'ai attendu patiemment que vous disiez ce que vous aviez à dire. Si vous voulez mettre en place une police du vêtement à l'école, proposez-le par amendement, essayez de le faire passer, et puis essayez de mettre en place... Il y a la loi de 2004. Sur le voile. Voilà. Sur le voile, c'est un truc très spécifique. Elle détourne justement la loi. Faites une loi sur la baya si vous avez envie. Je voudrais dire une chose qui est très importante, parce que ce que vous dites est faux. Nous n'avons aucune complicité avec l'islamisme, et ce sont nos camarades qui meurent de l'islamisme dans les pays comme la Tunisie, par exemple. Donc j'aimerais que sur ce point-là, vous ayez un petit peu de respect pour nous, parce que ceux qui combattent les islamistes politiques, c'est nous. Et si vous voulez parler de la France, on pourrait aussi poser la question des relations internationales avec l'Arabie Saoudite notamment. Maintenant, pour revenir sur un point qui me semble très important et qui n'a pas été évoqué. Ici, on est en train de parler d'un professeur, mais ce n'est pas le seul à être menacé dans cette lettre. Il y a aussi son père, qui est menacé de mort, lui aussi, qui est un rabbin. Donc c'est une menace qui est antisémite et qui est très forte. Moi, je demande au ministre de l'Intérieur de mettre les moyens pour protéger non seulement le professeur, mais aussi son père, puisque lui aussi est victime de menaces. Donc il ne faut pas prendre cette menace. Il ne faut pas prendre cette menace à la légère et répondre à cette menace par des actes qui sont des actes forts. En dehors du professeur, vous ne pouvez pas nier qu'il y a certains quartiers, dont le 93, où il n'y a plus une seule personne de confession juive qui habite là-bas parce qu'elle prend des risques pour sa vie et celle de sa famille. Et s'il y a les alias, comme on dit, c'est-à-dire les départs en Israël de beaucoup de nos concitoyens de confession juive pour Israël, c'est à cause de ces raisons. Et moi, j'aimerais que votre parti soit très clair sur ces questions. Parce qu'effectivement, parfois, on a la sensation que c'est de l'opportunisme électoral. En dehors d'une idéologie, vous défendez une minorité qui est une minorité la majorité du temps maghrébine ou africaine, c'est votre droit. Mais quand on a un combat, on défend tout le monde. La justice, c'est d'inclure tout le monde qui vit du racisme. Et l'antisémitisme, c'est du racisme. Et c'est un racisme très particulier. Vous avez parfaitement raison. J'ai bien compris que vous alliez placer ça sur le plan de la statistique, mais vous comprenez quand même que... Vous dites philosophiquement, il y a un souci. Vous dites qu'il n'y a plus une personne juive qui vit en Seine-Saint-Denis. Je n'ai pas la statistique que vous avez. À mon avis, c'est... Allez devant les écoles. Il y a des villes où il y avait une forte communauté juive qui délaisse ces quartiers. Enfin, je veux dire, aller à Trappes, aller à Roubaix... C'est pas non plus le procès d'Antoine Léaumont. Si, c'est toujours le procès de la France Insoumise. Je vais vous dire simplement pourquoi. Pour une raison simple, qui est que dans la campagne présidentielle et avant la campagne présidentielle, alors que les musulmans étaient menacés par certains propos, nous avons défendu les musulmans. Mais comme nous avons défendu les juifs et comme nous défendons le droit à tout le monde d'exercer librement sa religion. Le problème est quand une personne ne peut pas exercer librement sa religion. Ça, c'est un problème pour la laïcité de l'État. Parce que ce que dit la laïcité de l'État et ce que dit la loi de 1905, c'est que l'État ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. Ne reconnaît, ça veut dire que normalement, il est aveugle. Il ne sait même pas voir. Donc vous voyez des abayas, vous voyez des voiles, vous voyez tout un tas de trucs, vous voyez des choses. Vous n'êtes pas comme l'État. Non, je suis en train de vous dire l'inverse. Je suis en train de vous poser la question de savoir si vous avez un problème avec le fait que les gens portent un voile et qu'ils sont musulmans ou avec le fait qu'ils sont maghrébins.
Et c'est ça la question qui se pose à la fin. La question est de savoir si oui ou non, vous êtes en train de tenir des propos racistes. Et moi, je non, mais non, mais attendez, moi j'ai dit très bien, on peut pas faire l'économie quand même d'une réflexion. Antoine Léaumont, Ouais. je vais vous dire Non, mais attendez, juste, je vais vous dire un truc. Quand on voit les vidéos de certaines jeunes filles, vous dites elles sont tout à fait dans leur droit de porter des vêtements amples, c'est pas un affichage. Les mêmes jeunes filles souvent vont sur les réseaux sociaux en disant regardez comment on a grugé le système, ils nous ont pas vus, on a réussi à mettre la tenue machin, je me suis changée dans le couloir. Vous les connaissez ces vidéos, vous n'allez pas dire qu'elles font pas exprès. Elles font des tutos pour contourner les lois et le droit. Je regarde pas ces news. En fait, le problème, vous en avez eu vent d'institutions publiques et d'écoles de la nation. Vous me l'apprenez. Je veux juste répondre. Vous me l'apprenez très bien. Donc, si jamais il y a une réponse à apporter, c'est une réponse légale. Si vous considérez que l'abaya est une tenue qui est une tenue à caractère prosélyte sur la question religieuse, la réponse est oui. Attendez, pour la même raison pour laquelle le voile a été interdit à l'école, à savoir on considérait que c'était prosélyte, eh bien alors il faut faire une loi qui interdit l'abaya. Moi je considère, je vais juste aller jusqu'au bout. On compte sur vous, il faut déposer un amendement à l'Assemblée nationale. Non, parce que moi je considère que mettre en place une police du vêtement sur ce sujet, ça ne sert à rien, et par ailleurs ça fait exister un problème, ça fait exister une victoire pour nos adversaires politiques. Et alors attendez, mais non, j'ai dit, non mais clairement, enfin, si vous faites pas le lien entre immigration et cette idéologie qui se répand non seulement dans les écoles, mais en France, c'est que soit vous êtes dans un déni de réalité, vous ne voyez pas l'éléphant au milieu du couloir, mais là, la médecine ne peut plus rien pour vous, ou alors, pardon, mais vous collaborez un petit peu avec cette idéologie. Il n'y a que deux réponses possibles. Vous regardez ce qui se passe en Iran, quand les femmes se font tuer parce qu'elles veulent retirer leur voile. Mais je sais, à l'Assemblée, vous êtes là, vous les applaudissez. Mais vous avez un discours qui va à l'encontre de ce que ces femmes font en Iran. Vous avez des propos qui sont scandaleux. Non, j'ai parlé tout à l'heure de police du vêtement. C'est précisément ce qui existe. Oui, c'est ce qui se passe en Iran. C'est précisément ce qui existe. Il faut qu'on revienne aussi. Juste quand même pour en finir d'un mot. La police du vêtement, c'est précisément ce qui existe en Iran. Vous proposez de la mettre en place à l'envers en France. Mais vous êtes dans une politique respecter la liberté des gens. Est-ce que l'abaya, c'est une... Elle le disent elle-même. Ce sont des tenues que nous portons pour aller à la mosquée. Donc si là, ça ne vous ouvre pas les yeux, là, il n'y a plus de débat possible. Mais c'est aussi des tenues qu'elle porte à la maison. Faites une proposition de loi dans ce cas. Oui, mais la maison, ça n'est pas l'école publique, monsieur. Ce ne sont pas les institutions publiques. Il y a la sphère privée et la sphère publique. C'est du prosélytisme. Évidemment que c'est du prosélytisme. Mais précisément, le problème est que je suis le seul à être cohérent. Je dis il y a une loi pas du tout. Je dis il y a une loi qui existe sur ce sujet et que je soutiens. Il y a en revanche pas de loi pour l'instant sur l'abaya. Faites une proposition de loi sur le sujet. Et vous la voterez. Portez-la devant l'Assemblée nationale. Et vous la voterez. Et nous aurons le débat pour savoir si oui ou non c'est une bonne chose de mettre en place. Mais oui, parce qu'elle le disent elle-même. Moi, personnellement, je considère. Allez, on va devoir s'interrompre parce que sur le terrain, vous le savez, il y a cette crise du carburant qui persiste et on essaie de vous faire vivre ça au plus près. Nous sommes avec l'une de nos équipes à Donges où Michael Chailloux nous attend. Donges, on rappelle, les salariés ont rejoint le mouvement de grève hier. Je ne sais pas où on en est du vote de la reconduction ou pas du mouvement. Vous allez nous le dire, sous une pluie fine, j'imagine. Et froide. Ouais, sous un crachin bien breton, un peu plus qu'un crachin d'ailleurs, Nelly. Oui, vous l'avez dit, ils sont entrés dans le mouvement hier. Les personnels d'exploitation qui travaillent en 3-8 à chaque arrivée, c'est-à-dire 5h du matin, 13h et 21h, ont voté à plus de 80% la grève ici, donc plus d'expédition de carburant depuis hier matin 5h ici à Donges. Mais le moment clé, c'est tout à l'heure aux alentours de 13h30 où une assemblée générale avec cette fois-ci l'ensemble du personnel, c'est-à-dire que pas ceux qui sont à l'exploitation, pas que ceux qui ouvrent ou ferment les vannes, mais vraiment tout le personnel, y compris ceux qui travaillent dans les bureaux. Environ 600 salariés sont appelés à se retrouver pour une assemblée générale pour décider de la suite du mouvement. Reste à savoir si les propositions de la direction de Total ce matin, les 6% d'augmentation et puis ce mois supplémentaire sous forme de prime, sont à même de convaincre ces personnels. On va le savoir au milieu de l'après-midi ici à Donges. Merci beaucoup pour cette illustration. J'aimerais qu'on écoute Philippe Martinez aussi, dont on a bien compris qu'il appelait de ses voeux au fond une grève générale. Il ne dit pas autre chose dans cette prise de parole hier. Écoutez. Il y a beaucoup de conflits dans ce pays et nous allons évidemment, dès les prochains jours, nous appelons d'ailleurs les salariés des autres professions, ceux qui sont déjà en grève à continuer sur les augmentations de salaire et ceux qui n'y sont pas encore et qui sont dans la même situation à se mettre en grève et amplifier les mobilisations. Il y a aussi quelque chose qui préoccupe beaucoup de monde dans ce pays, c'est la future loi sur l'allongement de l'âge de la retraite. Ça fait beaucoup de choses qui nous permettent de dire
il y a besoin d'une réaction massive du monde du travail dans ce pays. Philippe Ballard, là, il veut porter le conflit social à l'échelle du pays, on l'a bien compris. La voici, la rentrée sociale explosive qu'on nous promettait ? Ça, on nous la promet tous les ans. Bon, on va attendre pour voir. Non, mais je pense que là, c'est dimanche en ligne de mire. Voilà, ils mobilisent les troupes. Il n'y a rien à attendre avant dimanche. On verra la semaine prochaine. Il y a un sondage, vous parliez de ce sondage. Il y en a eu un autre hier, c'est 40-40 en fait. Il n'y a pas un soutien franc et massif. Il n'y a pas une condamnation d'ailleurs. Il faut être objectif, franche et massive. Mais enfin, ce n'est pas l'histoire des gilets jaunes. Il y a un problème de pouvoir d'achat, oui, dans ce pays. Il y a un problème avec les salaires, oui. Il y a aussi un problème avec les super profits. Et d'ailleurs, hier, à l'Assemblée nationale, une nouvelle fois, le gouvernement a été mis en minorité par un amendement qui était porté par le MoDem. Non, il faut juste avoir 227 voix contre 88 pour taxer les super profits. Et Horizon s'est abstenu. Enfin, faut quand même remarquer tout ça. Soutenu par son assistant. Voilà. Ils sont très étonnés dans cette volonté. J'ajoute qu'il y a 19 responsables, députés de La République, de Renaissance qui ont aussi voté sur cet amendement avec le reste de l'opposition. Allez, on va devoir s'interrompre, mais on a encore plein de choses à dire. Deux de nos invités restent en notre compagnie, bien évidemment. Merci Philippe Ballard, merci Antoine Léaumont d'avoir été avec nous. On reparlera bien sûr de ce conflit qui s'étend même dans le nucléaire. On le verra chez EDF. On commence à débrayer. On avait débrayé pour d'autres préoccupations, mais là, c'est en train de se préciser. Ce sera à la une de notre édition à 13h. À tout à l'heure. Midi News, on va entamer la seconde partie de notre débat juste après le JT. Il est signé Olivier de Kéranfleck à nouveau. Bonjour, rebonjour Olivier. Rebonjour Nelly, bonjour à tous. Et on va démarrer avec ce phénomène qui augmente avec la crise du gaz et de l'électricité, les locations ou les ventes de groupes électrogènes chez les particuliers ou bien chez les entreprises. Voyez ce reportage à Vendargues, dans la banlieue de Montpellier. Il est signé Jean-Luc Thomas. Face à l'énergie de plus en plus chère, particuliers et surtout entreprises investissent dans un groupe électrogène. Un bond d'un quart des ventes en moyenne depuis 2 mois. Certains professionnels se positionnent pour remettre à niveau leur groupe électrogène par le biais de révision. Et puis ensuite, tous ceux qui ne sont pas équipés, aujourd'hui, nous consultent. Depuis septembre, cette entreprise loue cet énorme groupe électrogène, une décision vitale selon son dirigeant. On est sur 33 000 € hors taxes par mois. Plus à ça, il faut rajouter 1500 litres de gasoil par jour. Donc c'est terrible. Avec le groupe électrogène, le prix du kilowattheure baisse aux alentours de 30 centimes. C'est plus rentable par rapport au tarif hiver qui commence le 1er novembre que nous a remis EDF. La facture gaz et électricité, c'est plus 900 000 € pour cette année. Je suis inquiet, notre modèle économique aujourd'hui n'est plus viable. Donc aujourd'hui, on fait feu de tout bois pour trouver des alternatives, trouver des moyens de s'en sortir. À terme, l'entreprise souhaite devenir quasi autonome en électricité. Elle prévoit dès l'été prochain une ombrière photovoltaïque, plus tard une centrale biomasse et méthanisation. Et vous le vivez au quotidien, c'est la galère pour trouver des carburants. Il existe néanmoins des alternatives comme le covoiturage. Notre journaliste a rencontré 2 utilisatrices de covoiturage dans les Bouches-du-Rhône. Alors est-ce si simple de covoiturer? Quelles contraintes, quels avantages? Réponse de Stéphanie Rouquier. Ce matin, Ève a récupéré Caroline à Coudoux, en plein centre des Bouches-du-Rhône. Direction leur lieu de travail, à une trentaine de kilomètres de là. Je suis déjà très en stress, je cherche déjà un peu de l'essence partout, je tourne dans les villes, mais c'est très compliqué. Vous n'avez pas le covoiturage, pas de travail? Honnêtement, je pense que je viendrai en vélo, sauf que j'habite pas à côté, donc c'est pas évident, quoi. Comment faire, je sais pas. Si Caroline a son plein d'essence, elle peut m'emmener, vice-versa. Comme Ève et Caroline, de nombreux Français se tournent ces jours-ci vers le covoiturage. Les applications spécialisées dans les trajets domicile-travail enregistrent de fortes hausses d'inscriptions depuis le week-end dernier. Depuis qu'il y a la pénurie, c'est impressionnant. On pourrait remplir la voiture 2 fois. Un système D qui a tout de même ses limites. Si la crise dans les stations-service perdure, les conducteurs seront de moins en moins nombreux à pouvoir proposer leurs services. Nous ne voulons pas d'une guerre mondiale. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron dans un tweet tout juste publié, un tweet rédigé
en anglais. Vous le voyez à l'antenne, alors que Vladimir Poutine rencontre aujourd'hui son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. La Russie qui attend une offre de médiation turque, Recep Tayyip Erdogan, qui vient de défendre ses liens économiques avec la Russie lors de cette rencontre. Et puis en Iran, les manifestations se poursuivent. Un mois après la mort de Mahsa Amini, des balles, du gaz lacrymogène ont été tirées hier soir. Selon plusieurs ONG, plus de 100 personnes sont mortes depuis le début du mouvement, dont des enfants. Le président iranien a accusé les États-Unis de mener une politique de déstabilisation contre la République islamique. Place au débat dans un instant avec Nelly Denac et ses invités. Mais avant, du sport, plus précisément du judo. La Française Romane Dicot a remporté son premier titre de championne du monde dans la catégorie des plus de 78 kilos. Vous voyez les détails avec Sacha Zilinski. Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Elle est à 23 ans, au sommet de sa discipline. Romane Dicot, championne du monde dans la catégorie des plus de 78 kilos, ajoute une nouvelle ligne à un palmarès déjà bien fourni, avec 3 titres de championne d'Europe et une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo. Je suis hyper contente et je me dis que c'est pour ça que je fais du haut niveau, c'est pour les émotions, c'est pour le titre, c'est pour voir mes parents pleurer dans les gradins, enfin c'est pour tout ça quoi. Une consécration logique à l'image de sa finale contre la brésilienne Béatrice Sousa. Romane Dicot n'a eu besoin que d'1 minute pour se parer d'or. Honnêtement, je pense qu'une fois arrivée en finale, je me suis juste dit ok, Romane, ça y est, t'es médaillée mondiale, maintenant t'es là pour le titre, donc lâche les chevaux. La judoka se tourne désormais vers d'autres objectifs, conserver sa couronne au championnat du monde à Doha l'année prochaine, avant de viser l'or à Paris en 2024, le seul titre qui lui manque désormais. C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Ravi d'être avec vous à nouveau sur ce plateau de Midi News, 13h News, devrais-je dire maintenant, toujours en compagnie de Caroline Pilastre, Raphaël Steinville qui sont restés en notre compagnie. On accueille aussi Frédéric Durand. Bonjour. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Inspiration politique. Et Éric de Rilmaten, comme hier, vous allez nous éclairer un petit peu sur la question salariale dans cette crise du carburant. On va en reparler juste après ce point d'étape. Nous allons aller au dépôt de Gennevilliers, car c'est là qu'arrivent les carburants qui ont pu être acheminés via des pipelines pour ensuite assurer les livraisons. Ça a commencé, vous le savez, avec la réquisition de certains stocks. Bonjour Régine Delfour. D'où viennent-ils? Où vont-ils ces carburants qui commencent à être acheminés? Bonjour Nelly. Écoutez, ici, en fait, la situation n'a pas changé puisque même s'il y a eu le déblocage du site pétrolier de Port-Jérôme, le carburant de Port-Jérôme, qui doit être acheminé via un pipeline, vous l'avez dit, n'est toujours pas arrivé. La livraison est prévue pour ce soir. Donc en fait, c'est un peu étonnant et comme nous le disait le responsable, elle est prévue, ça ne veut pas dire qu'elle va se faire. Il va falloir attendre aussi plusieurs jours avant que la cuve des seaux se remplisse. Mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce site pétrolier de Gennevilliers, il y a plusieurs cuves qui sont, elles, alimentées par d'autres sites pétroliers. C'est pour ça que nous voyons plusieurs camions-citernes qui viennent à peu près toutes les 10 minutes. Aujourd'hui, il y a à peu près 140 camions-citernes donc, qui vont venir se ravitailler en carburant ici. Et ils vont partir notamment en Île-de-France, mais aussi dans d'autres départements. Nous avons vu quelqu'un qui partait dans le département, en Bourgogne, vers Avallon, Nelly. Merci beaucoup, Régine, pour ces dernières informations. Ce que vous disiez tout à l'heure, Caroline Pilastre, en fait, il faudra 10 à 15 jours avant que ça revienne à la normale. Parce qu'une fois qu'on bloque le système, effectivement, la remise en route de la machine... Ça, c'est pour les raffineries. Prend du temps. Et ça, c'est pour les raffineries. Ouais. Et pour le reste, voilà. C'est malheureusement de la logique et du pragmatisme. Les stations essence, on n'est pas encore sorti d'affaire. On va le voir dans un instant parce qu'on a aussi une équipe qui nous attend du côté de la porte de Versailles. Mais on va se tourner vers elle dans une petite minute. Éric, j'aimerais qu'on parle des discussions qui sont toujours au point mort. Parce que c'est là-dessus que reposent tous nos espoirs aujourd'hui. Si ça ne se débloque pas entre, d'une part, la direction et d'autre part, la CGT et FO maintenant, eh bien, ça nous avancera pas beaucoup. La direction juge les 10% réclamés par la CGT trop élevés. Elle propose 6%, évidemment. Les autres disent non. À quel moment on va se réconcilier? Où on peut s'entendre? J'ai un peu l'impression qu'on est rentré dans une période là, de bras de fer. C'est-à-dire que c'est vraiment, comme le disait Martinez de la CGT, la guerre
est un peu déclaré, parce que là, en plus, il y a des enjeux très politiques, très syndicaux, avec le congrès de la CGT l'année prochaine. Donc, c'est à celui qui sera le plus fort. Et là, la CGT veut montrer ses muscles. Et effectivement, hier, je discutais avec le porte-parole de la CGT chez Total, j'étais à la Tour, et il disait, non, 6%, alors, Total n'avait pas encore annoncé ces 6% de ce matin. C'était avant. Et il disait que 10%, c'était ce qu'il fallait, augmenter les salaires absolument. Et je dis, oui, mais quand même, vous vous rendez compte ce que vous représentez? C'est quand même énorme ce que vous demandez. Vous bloquez le pays. Est-ce que tout ça est justifié? L'inflation va être autour de 6%. Vous demandez 10%. Il a dit oui, 10%, c'est parce que les aliments augmentent réellement. Il y a une vraie inflation qui est autour de 10%. Et puis surtout, il se venge un peu des super profits de chez Total. Et il réclame donc un 3% en plus des 7. Donc 7 plus 3, pour eux, ça fait 10. Ce matin, je le précise, Total est revenu dans la danse en proposant une hausse de salaire pour 2023 de 6%, plus un mois de salaire pour tous sous forme de bonus. Donc vous voyez, on sent vraiment que Total essaie de sortir, mais que maintenant la CGT dit... Non, de toute façon, nous, vous voulez réquisitionner nos grévistes. Donc là, vous avez déclaré la guerre, on ne discute plus. C'est pour ça que ce sera difficile. Donc les 10%, même si demain ou ce soir, Total dit oui, on accède à vos demandes, ils trouveront une excuse pour poursuivre. J'ai l'expérience des conflits sociaux dans le passé. C'est rare. En général, ça ne se termine pas bien parce que on est obligé de lâcher du lait, mais ils n'auront pas leurs 10%. Enfin, je ne vois pas Total dire je lâche 10%. Ça, Frédéric Durand, si tant est qu'on résolve la crise, est-ce que vous voyez ce conflit s'étendre, d'autant qu'on sent bien que les politiques aussi commencent à s'en emparer, veulent faire feu de tout bois et veulent capitaliser sur ça pour lancer le grand mouvement du 16 octobre, la manifestation du 16 octobre? Il y a deux choses. D'abord, en réalité, les syndicats ne décident pas d'une mobilisation fût-elle générale. Parce qu'en vérité, ce sont les gens qui décident de se mêler ou pas. Il y a des assemblées générales, ils décident de la reconduction ou pas. Donc ce ne sont pas quelques responsables syndicaux, comme on voudrait nous le faire croire, qui décident de l'avenir de ça. Ensuite, vous avez remarqué une chose, c'est qu'on ne parle jamais des ouvriers dans ce pays. On n'en parle jamais, si bien que certains croient qu'il n'y a plus d'ouvriers en France, que c'est réservé à des pays du tiers-monde, les ouvriers. Or, ils sont plus de 5 millions en France, les ouvriers. Ils ont disparu dans une sorte de triangle des Bermudes social, on ne sait pas pourquoi. Et lorsqu'on parle d'eux, c'est pour les traiter de preneurs d'otages, voire presque de délinquants, de profiteurs. Qu'est-ce qu'ils demandent? Au départ, la direction leur propose 3,5% de salaire, alors que vous le disiez, l'inflation est à 6% et au-delà pour certains produits. Et en même temps, évidemment, ils voient bien qu'il y a eu une augmentation du président du groupe de 52%. Ils voient bien qu'il gagne 500 000 euros par mois. Il faut et surtout les bénéfices de l'actionnariat aussi. Et peut-être qu'il aurait fallu donner ces 2,6 milliards de bénéfices exceptionnels aux salariés plutôt qu'aux rentiers. On a besoin des actionnaires dans une entreprise pour développer son activité, on veut bien. Mais lorsqu'on dit 3,5%, c'est-à-dire des miettes qui ne rattrapent même pas l'inflation aux gens qui travaillent, et finalement on donne 2,6 milliards de bénéfices exceptionnels, donc le compte n'y est pas. Et ils ont l'impression qu'on se moque d'eux. Je ne suis pas loin de penser qu'ils ont raison de penser qu'on se moque d'eux. Les salaires en France, c'est un réel problème aujourd'hui. Donc voilà, donc je pense que... Et moi, je ne pense pas qu'ils se vengent. Vous disiez, vous avez employé le mot, ils se vengent du salaire ou des dividendes. Non, ils ne se vengent pas. Ils veulent leur juste part des bénéfices. Raphaël Stainville, philosophiquement, sur la question de la redistribution des dividendes, je pense que tout le monde est à peu près d'accord sur une forme de partage de ce point de vue, mais c'est sur la méthode, effectivement, qu'il y a beaucoup sur la méthode et puis même sur la confusion. Parce que Frédéric évoquait ces 5 millions d'ouvriers qui ont été ou qui auraient été invisibilisés, mais il ne faudrait pas confondre les ouvriers et les syndicalistes. C'est-à-dire que le problème peut-être qu'aujourd'hui, c'est que l'expression ouvrière ne se fait qu'au travers de ces mouvements de grève, notamment portés par la CGT et maintenant FO, et ils ne sont pas représentatifs de l'ensemble du mouvement ouvrier. Je peux répondre à ça. Mais pour autant, bien évidemment que vous avez raison, que ces questions de revalorisation salariale, dans le contexte que l'on connaît, avec une inflation galopante, est nécessaire. Mais il faut bien voir et considérer que ce mouvement et le blocage que la CGT provoque en France va conduire à la destruction d'emplois, d'entreprises par centaines, voire par milliers. C'est ça qui est terrible. Mais c'est pas la faute de la CGT, ça. Non, mais attendez, parce que il y a eu un accord avec des syndicats majoritaires, on le rappelle quand même. Ils sont pas majoritaires. Les négociations salariales. Vous avez vu qu'aujourd'hui, Bruno Le Maire a attendu une semaine pour dire qu'il faut augmenter les salaires. Que ne l'a-t-il pas fait? Parce que la situation n'avait pas changé une semaine avant. Il aurait pu très bien dire
dire il y a une semaine, ce qu'il a dit aujourd'hui, Total Energy a les moyens, ils ont gagné beaucoup d'argent, et comme en plus on ne veut pas taxer les surprofits, pourquoi ne l'a-t-il pas dit il y a Tout le monde est d'accord sur le retard à l'allumage. Tout le monde est d'accord là-dessus. Bien sûr, mais pourquoi maintenant, la question c'est où va-t-on maintenant ? Je vais vous dire pourquoi il y a un retard à l'allumage, notamment chez les politiques, tout simplement parce que quand on vit à Paris, beaucoup de gens n'utilisent pas leur voiture, et que tout simplement, quand il y a une grève de la RATP, ça touche pas la province, ça touche Paris, mais quand il y a une grève de l'État, ça touche la province, ça touche pas Paris. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que oui, il faut des organisations syndicales, parce que sinon, rien ne se passe. Vous savez, beaucoup d'entreprises, les gens... Il faut des organisations syndicales, mais il faut qu'elles soient représentatives des... Tout à fait, mais comme je vous le dis, il y a des assemblées générales tous les jours, et là, aujourd'hui encore, tous les salariés auront à se prononcer sur la poursuite ou non du conflit. Éric de Donc, vous ne pouvez pas dire qu'on pourrait faire la même chose sans organisation, sans rapport de force. Je n'ai pas dit ça. Il y a des organisations syndicales au sein de ces raffineries. D'ailleurs, la CGT et FO ne sont pas majoritaires. Si la CGT dans les raffineries, elle représente l'énergie 40%. Mais il y a eu un accord majoritaire quand même. Oui, bon, il faut les rejoindre. Mais à la SNCF qui veut aussi se mettre dans le mouvement, c'est Sudrail, vous voyez, donc c'est un autre syndicat. Ça dépend. La CGT n'est plus majoritaire à la SNCF. Non, mais je trouve que ce que vous dites est un peu caricatural. Parce que je ne veux pas me mettre du côté des patrons. D'abord, on n'a pas les salaires qui nous. Parce que nous aussi, on trime, on rame, etc. Simplement, ça m'agace quand on dit le patron, il gagne 6 millions d'euros Pouyanné. C'est 5 000 euros par mois. Moi, je me souviens, on disait pareil pour Carlos Ghosn, je laisse de côté tous ces problèmes, mais Carlos Ghosn disait à l'époque, moi je gagne tant, mais si j'acceptais un poste chez General Motors, je gagnerais 2 fois plus. Et ce qui était vrai d'ailleurs, j'ai vérifié après des années. Et je vais vous donner le chiffre précis. Le patron de PSA aujourd'hui, Carlos Tavares, il gagne 19 millions d'euros par an. C'est pas un salaire, c'est son salaire plus bonus, les primes, les actions, etc. C'est s'il vend ses actions, vous voyez. Mais par rapport à Pouyanné, 6 millions, Tavares, 19 millions, Sanofi, 11 millions par an, j'entends, toujours pareil, bonus, actions. Et si vous regardez aux États-Unis, parce que je me dis, tiens, c'est intéressant, je vais regarder General Motors. Vous savez, c'est l'un des salaires les plus hauts dans le monde, c'est une femme d'ailleurs, c'est Madame Barra, elle s'appelle Marie Barra, PDG de General Motors, 21 millions de dollars. Comme pratiquement le dollar, c'est l'euro. Oui. Donc vous voyez, 6 millions pour Pouyanné. C'est choquant quand même. C'est le côté caricatural. C'est une entreprise privée. Je m'en fous à la limite qui gagne de l'argent. On peut quand même entendre qu'actuellement ce soit choquant pour beaucoup de Français d'entendre cette communication. Mais madame, c'est valable pour tous les patrons. Publiquement, très bien. Pouvez pas créer... Mais là où moi je ne fais pas l'amalgame, parce qu'une fois de plus, il faut avoir de la nuance sur ce sujet. Je peux entendre les revendications, la grève est un droit. Ok, on l'a dit. Mais pour la majorité d'entre nous qui subissons et on ne sait pas jusqu'à quand cela va perdurer, est-ce que c'est bien normal ? Là où je vous rejoins, c'est que tous les patrons d'entreprises ne sont pas Total et que tous les salariés n'ont pas 3 000 euros nets par mois et des futures primes. Ils vont être dans une précarité en n'allant pas travailler. Non, mais moi, on me traite de caricatural. Je veux bien l'être. On s'arrêtera là après. Ce sont ces salaires-là qui sont caricaturaux, excusez-moi. Et lorsque je parlais, je disais, je me mets à la place de l'employé de cette entreprise. Lui, vous pouvez toujours dire que c'est caricatural. En tout cas, lui, c'est ce qu'il voit. C'est cette réalité-là qu'il expérimente. Et moi, je ne suis pas contre le 1% des plus riches et tout. C'est pas mon sujet. Moi, je pense que c'est structurel, ce problème-là. Il est structurel. C'est-à-dire que d'un côté, on donne beaucoup au capital et très peu au travail. Voilà ce que je crois. Donc, j'accuse pas un tel, c'est pas mon sujet. Sur la redistribution, je suis d'accord avec vous. On va aller voir ce qui se passe justement. Vous parliez de ceux... Merci Éric. Vous parliez de ceux qui pâtissent de cette crise qui perdure. Les automobilistes, ils continuent à galérer, à souvent prendre aussi sur leur temps de travail ou de trajet à la maison pour faire un arrêt à la station quand ils en trouvent une et attendre patiemment pendant 1 heure, voire 2 heures pour certains. On va prendre le pouls de ce qui se passe du côté de la porte de Versailles avec Maureen Vidal qui nous attend sur place. Bonjour Maureen, racontez-nous un peu ce qui se passe autour de vous. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde et déjà, est-ce qu'il y a de l'essence là où vous êtes ? Alors oui, il y a de l'essence là où je me trouve, mais c'est une situation toujours bloquée. Je suis donc actuellement à BP Paris-Versailles dans le 16e arrondissement de Paris et regardez sur ces images cette longue file d'attente qui n'en finit pas de Charles Baget. J'ai compté 65 voitures qui attendent sur une seule file de droite. Elle est donc totalement bloquée. Il y a environ 2h30 de queue et un tel monde malgré les prix du carburant, les prix qui ont augmenté. Je vous laisse constater par vous-même dans quelques instants. Juste derrière moi, les prix de cette station sont à 2,26 centimes le litre de samplon 95, 2,38 le litre de samplon 98 et 2,40 le litre de gasoil. Alors ça n'empêche pas les gens ici de venir mettre de l'essence coûte que coûte. Et on a même parlé avec des personnes qui nous ont confié que peu importe le prix, ils viendront mettre leur plein.
Merci beaucoup Maureen Vidal en direct de la Porte de Versailles en compagnie de Charles Baget pour les images. Vous voyez, on en est là en fait. Les gens sont prêts à payer n'importe quoi pour pouvoir... Mais ils n'ont pas le choix, ils doivent aller travailler, ils doivent manger à la fin du mois. 75% d'entre eux confient avoir besoin de leur voiture. Ouais. Voilà. Malgré les aides de l'État, c'est ça qui est fou. C'est qu'on était descendu il y a encore quelques semaines sur le diesel à quasiment 1,50 € et on est à 2,30 €. Là, on est à 2,30 €. Après, il y a les stations qui en profitent aussi. C'est pas une marge de manœuvre. Non, c'est pas le vrai prix, c'est 1,80 €. Les stations ont une marge de manœuvre, je crois, pour 30%. Oui, mais il y en a certains qui vendent 3 € le litre, ce qui est scandaleux. Donc, si vous voulez, Alors, on y reviendra, bien sûr, à cette problématique du carburant. On a encore beaucoup de choses à dire, y compris l'extension peut-être du conflit dans le nucléaire maintenant. On voit que ça commence à prendre du côté de EDF. Et là encore, vous nous serez précieux, Éric. J'aimerais qu'on en vienne à cet autre phénomène, la délinquance des villes moyennes. On en parle régulièrement. Mais là, on a ressorti ce classement qui a été révélé par le Figaro. Il analyse les chiffres. C'est un acronyme un peu compliqué. C'est le service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Des chiffres qui ont été mis à jour le 12 septembre dernier. Vous le voyez dans le haut du tableau. Il y a Valenciennes, suivi de Douai, de Lens, de Roubaix, de La Courneuve et de Montbéliard. Mais quand on prend l'ensemble des faits rapportés, des faits de délinquance, c'est surtout la région nantaise qui s'illustre. Sibylle Delettre. Valenciennes, Montbéliard ou encore Agde, autant de villes moyennes où le nombre d'agressions, coups et blessures volontaires dans l'espace public sont parmi les plus nombreuses. Au coude à coude, avec des villes de la banlieue parisienne comme La Courneuve. Des chiffres en nette augmentation depuis 2017. Par exemple, à Roubaix, 588 faits ont été recensés en 2021, soit 59,5 pour 10 000 habitants, contre 39 pour 10 000 habitants en 2017. Le désengagement de l'État est pointé du doigt. On peut parler d'une sous-estimation par l'État, mais il y a eu surtout une forme d'aveuglement par rapport à des nouvelles formes de délinquance qui aujourd'hui se sont installées partout. On voit se reconstituer une culture de banlieue, on pourrait dire, c'est-à-dire d'une criminalité organisée. Une flambée de délinquance dans les villes moyennes qui concerne aussi les cambriolages. Sur le podium, Rézé, dans la périphérie de Nantes, ou encore Résine, près de Bordeaux. Et il ne s'agit là que des faits portés à la connaissance des autorités et transmis à la justice. Raphaël Stainville, on avait déjà beaucoup parlé de l'exemple nantais, ça se confirme à travers les chiffres, les statistiques. C'est surtout le reflet de toutes ces villes en apparence paisibles et qui étaient même recherchées par une certaine partie de la population qui voulait fuir les grands ensembles ou les grandes métropoles et qui n'échappent plus à la règle maintenant. Et Nantes en est l'illustration parfaite. C'est vrai que Nantes en est l'illustration parfaite. C'est à la fois lié à une sorte de désengagement de l'État ou de déni de l'État, de nouvelles violences, et aussi d'une responsabilité immense d'un certain nombre de municipalités, notamment écologistes ou socialistes, qui ont préféré désinvestir dans la sécurité, ne pas remplacer la vidéosurveillance, qui ont été très laxistes à l'égard de la jeune délinquance qui se manifestait. Et aujourd'hui, elle en paye le prix fort. C'est vrai qu'à Nantes, c'est devenu le Far West, le centre-ville. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ces faits de délinquance se retrouvaient localisés dans la périphérie de ces villes. Et aujourd'hui, ce sont les cœurs historiques de ces villes qui sont frappés au point que certaines, dans les témoignages que l'on peut recueillir, des personnes ne se déplacent plus qu'en Uber le soir pour faire 300 mètres pour aller à un dîner en ville. Enfin, il faut prendre conscience de la réalité de cette nouvelle violence qui dégrade la vie de ses habitants. Frédéric Durand, est-ce que c'est aussi la responsabilité du maire de cette ville? On a coutume de dire, il n'y a pas assez de policiers municipaux, ils ne sont pas déployés adéquatement, on a relâché la pression sur le maintien de l'ordre. Mais beaucoup disent aussi que c'est du ressort du Dacio et de D'abord, c'est du ressort du l'intérieur. national, bien entendu. Et puis, vous avez bien vu dans l'explosion et dans l'augmentation significative, il y a des villes comme Neuilly, dont je ne pense pas qu'on puisse les taxer de laxistes. Il y a des tas de villes qui ne sont pas directement concernées par justement une politique qui serait prétendument plus ouverte, etc. à cela.
Non, moi je crois qu'au-delà de ça, il y a une politique depuis 30 ans de l'aménagement du territoire qui a complètement disloqué certains territoires. Et ce qu'on voit se passer dans ces villes moyennes, c'est beaucoup dans ces villes moyennes. Parce qu'on a cru qu'à un moment donné, tout le monde allait vivre... Tout à l'heure, je disais, il n'y a plus d'ouvriers, on pensait qu'il n'y allait plus y avoir du tout d'ouvriers. Et puis à un moment donné, on pensait que tout le monde allait vivre dans la métropole. Et que donc la métropole, ça allait être... Et donc, à quoi bon s'occuper de tout le reste, puisque ça n'existera plus bientôt. Or, c'est pas vrai. Vous avez des tas de villes moyennes de entre 10, 20, 30 000 habitants, puisque là, on est entre les villes entre 10 et 100 000. Oui. Toutes ces villes-là où l'industrie est partie, où tout est parti, ce sont des territoires disloqués, mais c'est une politique de l'aménagement du territoire qui a privilégié. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il y a une étude de Jean Jaurès qui démontre avec ce que dit Jérôme Fourquet. De la Fondation Jean Jaurès. Fondation Jean Jaurès. Jean Jaurès. Non, la Fondation Jean Jaurès, pardon. Fourquet, il remarque que dans toutes ces villes-là s'installe le trafic de drogue qui n'était quasiment pas présent il y a quelques années. Donc, on a dans toutes ces villes-là, d'un coup, du trafic qui s'installe, une économie parallèle, etc. Et beaucoup de ces villes ont été complètement abandonnées par le gouvernement et par l'État depuis 30 ans dans l'aménagement du territoire. C'est juste le résultat d'un abandon, une désertification. Il y a aussi une idéologie. Non, personne ne peut nier que la France traverse une énorme vague de violence et d'insécurité. Même en ruralité, vous le disiez, il y a aussi ces phénomènes. Pour Nantes, c'est quand même particulier parce que ces derniers jours, on a quand même vu pas mal de phénomènes sociétaux. Même Jean-Marc Morandini s'est rendu avec son équipe sur le terrain. On a quand même entendu une municipalité qui mettait la poussière sous le tapis, qui ne voulait pas être dans une réalité. Les commerçants... C'est Johanna Roland, la maire de Nantes. Exactement. Du coup, elle a pris conscience de ce qui se passait, puisque forcément, les médias s'en sont mêlés. Mais enfin, c'est assez terrifiant. Et une fois de plus, lorsqu'on n'est pas hors sol, qu'entre autres, on prend les transports en commun, on se rend compte qu'on est obligé de changer des habitudes, qu'elles soient vestimentaires ou en termes d'horaire, doublement quand on est une femme. Donc oui, il y a une faute politique, une vraie volonté politique qui doit exister et qui doit être ferme sur ces questions. Moi, je repense toujours à la petite phrase de M. Dupond-Moretti qui nous disait que l'insécurité était un sentiment. Non, M. Dupond-Moretti, venez voir ce qui se passe, et ça dans tous les quartiers, même à Paris, des quartiers où on pensait qu'il y avait un vivre ensemble à cause... Qui n'échappe plus à cette règle. Non, du tout. On s'interrompt à nouveau et puis on reviendra pour parler réquisition, recours. Tout cela est lancé. Il y a un recours auprès du tribunal administratif de Rouen pour faire lever les réquisitions qui pèsent sur les sites qui ont été réquisitionnés par l'État. Total est concerné maintenant à Dunkerque. On en parle dès le début de notre dernière demi-heure ensemble. À tout à l'heure dans Midi News. De retour avec vous, la toute dernière partie de notre rendez-vous de la mi-journée. C'est après le Flash Info d'Audrey Berthaud. Rebonjour Audrey. Rebonjour Nelly. La grève reconduite chez ExxonMobil et Total Énergie. Le gouvernement a lancé ce matin la réquisition du personnel du dépôt de Total de Flandre près de Dunkerque, mais compte toujours sur la reprise du dialogue social dans les prochaines heures, alors que hier, des discussions entre direction et syndicats ont échoué. Elisabeth Borne entame aujourd'hui à Matignon les concertations politiques sur les retraites. La Première ministre reçoit les chefs des groupes parlementaires. Elle sera accompagnée du ministre du Travail et du ministre des Relations avec le Parlement. Ces rencontres ont lieu à quelques jours d'une marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Enfin, la guerre en Ukraine. Pour Emmanuel Macron, Vladimir Poutine doit cesser cette guerre, respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine et revenir autour de la table des discussions. Invité de la nouvelle émission politique de France 2 hier soir, le président a également annoncé la livraison de nouveaux armements à l'Ukraine. Merci beaucoup Audrey. À l'heure qu'il est, la grève est reconduite dans 6 raffineries sur 7 en France. Autant dire qu'elle a fait tache d'huile, si je peux me permettre cette expression. Nous sommes toujours avec Caroline Pilastre, Frédéric Durand, Éric de Ridmaten et Raphaël Steinville pour évoquer toutes ces questions. On va aussi s'interroger sur ce qui va se passer dans les prochains jours, parce que vous le savez, on est quand même à l'approche des vacances de la Toussaint. Et là, on est quand même engagé dans une sorte de contre-la-montre avec Dorit Maten. Ça va vraiment coincer si les Français ne peuvent pas partir en vacances. On sait que ce sont des vacances intermédiaires, mais qui comptent pour beaucoup de familles. Généralement, on se rend dans la famille, on prend sa voiture. Le réseau ferroviaire est ainsi fait qu'on ne peut pas toujours aller partout et qu'à un moment donné, on aura besoin de son véhicule. C'est même inquiétant parce que vous parlez de réseau ferroviaire. J'apprends que la SNCF, ça bouge et qu'elle veut encourager, enfin en tout cas la CGT commence à encourager les cheminots à se mettre en grève. Alors il y a un appel pour le 18, c'est mardi prochain. J'ai même lu à partir de mardi 18.
Et comme les vacances commencent vendredi dans 8 jours, vous voyez un peu l'inquiétude peut-être pour des personnes. Alors on ne va pas s'amuser à se faire peur, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une pression qui monte et que la CGT va essayer maintenant de poursuivre ou d'étendre ce mouvement que l'on voit aussi d'ailleurs chez EDF. Hein, vous avez parlé des centrales nucléaires, on en parlera. Mais vous voyez, petit à petit, ça fait tache d'huile. Il y a un degré d'adhésion qui est quand même pas très fort pour la prolongation du mouvement. Là, il risque vraiment de s'étioler, Caroline Pilastre, si on en vient aux vacances. J'en suis sûre, mais à mon avis, on est rentré dans un engrenage et cela va faire boule de neige pour tous les syndicats. C'est-à-dire que là, la revendication a vraiment commencé. Il n'y a pas de raison qu'elle s'essouffle aussitôt. Mais je suis très inquiète pour l'ensemble des concitoyens français parce qu'il y a un moment donné, on va avoir des hausses de prix, que ce soit à la SNCF ou encore plus dans l'alimentation, parce que ça aussi, on en parle peu. Mais il commence à manquer dans les supermarchés, au niveau de la grande distribution ou des surgelés. Donc on va être dans une pénurie de tout et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Oui, alors il y a aussi un mouvement qui est plus discret. Depuis fin septembre, je vous en parle depuis tout à l'heure. Là aussi, la CGT compte bien faire pression sur les négociations salariales annuelles. Elle utilise des équipes stratégiques pour l'entretien des réacteurs, mais ça peut avoir un impact maximum, ce qui se passe dans les centrales EDF. Alors on pourrait... On ne va pas non plus jouer les oiseaux de mauvais augure, mais on pourrait aussi avoir, pourquoi pas, des coupures cet hiver. Sachez que déjà 8 réacteurs dans 4 centrales sont concernés, ça n'est pas rien. Regardez ce sujet pour commencer. Dans cette centrale nucléaire, un réacteur est à l'arrêt. Dans celle-ci, ce sont 2 autres unités qui ne produisent plus d'électricité. Au total, en France, 5 sites nucléaires sont impactés par la grève de ces agents. Cette grève, c'est par rapport au salaire. On n'a pas la compensation de l'inflation. Concrètement, sur le terrain, les agents réduisent les capacités de production des réacteurs ou bloquent tout simplement les travaux de maintenance, aussi appelés arrêts de tranche. Ils ont choisi de reprendre en main leurs arrêts de tranche et de les bloquer, d'arrêter les activités qui s'y réalisent. Quand ils le peuvent, ils baissent ce qu'on appelle la charge, c'est-à-dire qu'ils baissent la quantité de production. Selon l'entreprise, ces actions pourraient avoir un impact sur la puissance électrique sur le réseau. Mais pour notre consultant, le risque d'embrasement social est bien réel. On entre dans un processus qui est une espèce d'escalade syndicale et que ce qui se passe dans le domaine du pétrole va se passer dans le domaine de l'électricité et peut-être touchera la SNCF ou la RATP. Depuis ce matin 6h, ce sont les salariés de la centrale de Gravelines qui ont rejoint le mouvement. Stainville, l'énergie donc, on le voit avec l'électricité maintenant, peut-être les transports demain, et puis quels autres secteurs? Oui, mais peut-être qu'à la grande différence de Total, EDF est une entreprise qui aujourd'hui va mal. Donc, s'il devait y avoir des augmentations de salaire consenties par l'État, en fait, c'est avec nos impôts qu'on financera ces salaires. Mais le risque, il est sérieux. Songez qu'il y a encore très peu de temps, je crois que sur les 56 réacteurs nucléaires que possède la France, il y en avait 26 qui étaient à l'arrêt pour différentes raisons. L'État s'était engagé à ce qu'ils soient quasiment tous opérationnels pour l'hiver. Si un certain nombre de travaux de maintenance devait être différé, bien évidemment que ça va être très très compliqué pour notre réseau électrique et les coupures seront malheureusement à prévoir pour beaucoup. Frédéric Durancian, si tout le monde commence à réclamer 10%, même quand ça n'est pas possible, ça va commencer à se compliquer. Ce que je crois, c'est que vous le disiez tout à l'heure, jusqu'à une certaine époque, les salaires étaient indexés sur l'inflation. Ils ne le sont plus, ce qui signifie aujourd'hui que déjà, vous savez qu'il y a 70% des Français qui gagnent 2 000 € par mois ou moins. Donc les grèves risquent de se multiplier parce que les gens ne supporteront pas de travailler, c'était déjà dur. Et de gagner moins. Mais de travailler, de gagner encore moins. Et donc, à un moment donné, moi je veux bien qu'on jette la responsabilité sur les syndicats. Vous savez, un mouvement social, pour ceux qui le connaissent un peu, ça ne se décrète pas. C'est-à-dire que les syndicats sont au contraire très attentifs de ce qui se passe à la base pour savoir s'ils ont intérêt ou pas à lancer quelque chose. Sinon, ils ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas aller à l'échec. Donc, ce n'est pas du tout les syndicats aujourd'hui qui décident de ce qui va se faire. Ils peuvent avoir des mots d'ordre. Ils sont suivis, ils ne sont pas suivis. Il y a sans arrêt dans les grandes entreprises, en particulier des assemblées générales où sont tous les salariés qui décident ou non de la reconduction. Donc moi, j'entends bien le petit jeu, la petite musique qui voudrait dire c'est quelques syndicats isolés qui font ceci, cela.
pas. Les syndicats, vous savez, quand ça marche pas. Si les salariés ne veulent pas y aller, ils y vont pas à la lutte. Ils sont pas très représentatifs en France, les syndicats. Justement, une poignée bloque une situation. Donc, s'ils ne sont pas représentatifs, je sais pas si vous trouvez normal que quelques grévistes arrivent à bloquer. Mais c'est faux ce que vous dites. C'est faux ce que vous dites. D'abord, ils ne bloquent pas, ils n'empêchent pas les camions de sortir ou de rentrer. Mais non. Il y a pas, non, je suis désolé, par rapport à l'Allemagne, vous n'avez pas la représentation. Alors attendez, si lorsque vous êtes insatisfait de vos conditions de travail, de votre salaire, que vous arrêtez de travailler, on vous dit non, vous n'avez pas le droit. On ne se met pas en grève, on négocie et on se met en grève après. Je suis désolé. Mais alors vous ne connaissez pas du tout le monde du travail, excusez-moi de vous le dire, là vous êtes à la caricature. Je n'ai jamais vu un seul patron qui disait avant, on va accéder à vos... Quand c'est possible, ça se fait dans des milliers d'entreprises aujourd'hui. On discute avant, on appelle ça un pacte social en Allemagne. Monsieur, ça existe de partout en France, ce que vous dites. Et c'est pour ça que dans plein d'endroits, il n'y a pas de grève. Parce qu'on arrive à obtenir satisfaction. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pas d'accord, c'est SNCF, Aiguilleurs du ciel, c'est toujours les mêmes. Mais vous voyez que vous êtes dans la caricature. Vous me reprochez tout à l'heure de l'être. Il y a 4 secteurs qui sont bloqués systématiquement. Là, vous l'êtes. Dans beaucoup d'entreprises, on n'a pas les moyens de faire grève. Dans beaucoup d'entreprises, on ne peut tout simplement pas faire grève. Parce que les enjeux sont trop difficiles. Dans de grandes entreprises, on peut effectivement. Je ne pense pas que la grève soit la menace. Mais sur ce que vous dites, par exemple, à propos d'EDF, sur ce qu'il vous dit sur le service public, enfin ce qui est financé par l'État, si on commence à augmenter ou à relever les salaires de 10%, effectivement, en tenant compte de l'inflation qui va peut-être encore augmenter, je pense sous votre contrôle, Éric, ça va de facto augmenter nos impôts aussi. Ce qui signifie donc que l'inflation augmente, donc on laisse la grande majorité des Français perdre en pouvoir d'achat et on ne fait rien. Non, voilà ce que ça signifie. Mais là, vous prenez le cas d'entreprises publiques. Il n'y en a pas beaucoup d'entreprises publiques en France. Il n'y en a plus beaucoup. Il y en a eu à une époque. Donc aujourd'hui, les services publics, en tout cas, il y en a. Si vous ne réglez pas ce problème et que l'inflation augmente à 10%, ça veut dire que tout le monde va perdre du pouvoir d'achat. Ça veut dire que tous ces gens-là qui déjà, pour certains, ne partent plus en vacances, quasiment 50% des Français. Il faut remettre les choses à leur place tout de même. Qui certains renoncent à certains soins qui coûtent trop cher, etc. Alors ceux-là, ils ne pourront plus faire de cadeaux à Noël, parce que moi, je veux bien qu'on parle des Français en disant on oppose les usagers et les grévistes, mais ça existe depuis, il faut relire Barthes, c'est très simple, ça existe depuis toujours, cette opposition-là. Mais un jour, vous êtes un usager, le lendemain, vous êtes potentiellement un gréviste. Pardonnez-moi de vous interrompre. Et moi, je pense à eux aussi, à tous. Ces fils. Oui. Ces Français qui vont travailler, qui on est d'accord. Mais on est parfait. Oui, tout à fait. Pardonnez-moi d'enfoncer des portes ouvertes, mais où est le vrai problème ? C'est que la majorité des Français n'arrivent plus à vivre dignement et décemment de leur salaire. Mais tout à fait. Mais on est complètement d'accord. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Mais vous savez, à part les très riches, moi, je comprends très bien les difficultés de l'aide ménagère qui ne peut plus prendre sa voiture qui gagne 1 400 € par mois. Mais je ne les oppose pas. Vous avez des familles monoparentales. Les gens vivent moins en couple et donc quand vous avez un seul salaire 1500 € par mois. Vous savez, dans l'histoire du mouvement social, dans l'histoire du mouvement social, c'est toujours les grandes entreprises qui ont tiré vers le haut les salaires de toutes les entreprises. Le problème aussi, c'est que les économistes nous alertent sur le fait que si on augmente trop les salaires, ça va contribuer à faire perdurer, voire même augmenter l'inflation. Donc il y a en fait des effets. Et ce que disait monsieur très justement, c'est ça, c'est que le coût à la production va augmenter, il y aura des licenciements. C'est que là, les entreprises auront cette variable, justement, ils seront obligés de supprimer des emplois parce qu'elles ne pourront pas suivre. Mais comment quand vous donnez 2,5 milliards d'actions de dividendes exceptionnels aux actionnaires, comment vous pouvez dire qu'une entreprise comme Total... Là, vous parlez de Total, mais je parle de Total parce que c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Donc vous voyez bien que c'est une question de comment on répartit les richesses. C'est une question de comment on répartit ce qui a été gagné par l'entreprise. Raphaël Saint-Ville, si vous voulez intervenir dans ce débat sur l'augmentation systématique et généralisée des salaires pour contrecarrer l'inflation. C'est-à-dire que bien évidemment tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut que les salaires puissent augmenter, mais il y a aussi une réalité qui fait qu'un certain nombre d'entreprises ne peuvent pas supporter ces augmentations. Donc pour un groupe que l'on met à l'index comme Total, qui aurait les moyens éventuellement de revaloriser conséquemment les salaires, il y a des centaines et des centaines d'entreprises, des PME, des TPE, qui sont dans l'incapacité, qui sont déjà sur le fil, quand ils ne sont pas déjà complètement dans le rouge. Donc il faut arrêter de faire croire à l'ensemble des salariés que cette situation par le bras de fer va améliorer leur situation. Ça sera leur mort. Il nous reste 5 minutes. J'aimerais quand même porter à votre attention un dernier thème, puisqu'à partir de cette rentrée 2022, vous le savez, les chiffres sur ce qu'on appelle communément les atteintes à la laïcité à l'école sont publiés chaque mois. C'est une volonté de l'Éducation nationale. Et donc, pour le mois de septembre,
On a un retour, 313 signalements pour atteinte à la laïcité, à la fois dans les écoles, les collèges et les lycées, et des chiffres qui sont en hausse, notamment en raison des tenues religieuses. Regardez ce reportage de Sophia Dolé. C'est la première fois que les chiffres sur les atteintes à la laïcité sont publiés de façon mensuelle et non trimestrielle. Et déjà, des premiers enseignements apparaissent. En septembre, les signalements pour port de signes ou tenues religieuses ont augmenté. 54% contre 41% au second trimestre 2022. Le ministre de l'Éducation nationale précise qu'il est notamment question du port d'abaya, tenue traditionnelle musulmane portée par les femmes, et du port du kamis, un vêtement long pour les hommes. En hausse également, les signalements pour revendications communautaires, 7% en septembre contre 5% au trimestre dernier. En revanche, les refus de participation à des activités sont en baisse, 7% contre 13% lors de la dernière étude. En baisse également, les contestations d'enseignement, 7% contre 10% auparavant. 82% de ces atteintes proviennent d'élèves, 8% de membres du personnel, 5% des parents d'élèves et 5% d'autres acteurs. Caroline Pilas, ils sont encore sur la Ça ne s'arrête jamais les débats sur CNews. Si j'avais su, je serais restée dessus. C'est quand même concernant. Alors, vous disiez tout à l'heure, où est Pape Ndiaye ? Pour l'instant, on n'a pas de retour d'expérience, dirons-nous, en tout cas d'analyse de ces chiffres par notre ministre de l'Éducation. Vous l'attendez de pied ferme sur ça ? Ah oui, j'attends sa réaction. De toute manière, c'est quand même le plus grand concerné, puisqu'il représente l'éducation nationale. Donc c'est un message envoyé fort sur la question de la laïcité. Après, moi, je ne rentre pas dans les petits jeux. Il est wokiste, sous prétexte qu'il a fait une partie de ses études aux États-Unis. Très bien, il y a une idéologie. Mais là-dessus, il doit être sur clair. pièce à partir de maintenant. Exactement, c'est le ministre. Donc sur ces questions, et en plus de ça, en dehors de moi, qui suis une citoyenne lambda, mais ce sont les professeurs qui sont menacés, qui sont agressés, qui sont insultés, qui attendent une véritable réponse ferme de sa part. Chiffre en hausse, hein. Il y a une hausse. Chiffre en hausse, mais en fait, d'une certaine manière, c'est très intéressant, c'est qu'ils sont probablement minimisés, parce que quand on connaît un petit peu le fonctionnement et qui signale, on sait aussi qu'il y a un certain nombre de professeurs et de proviseurs qui ne signalent pas. Alors, par certains, par peur, on l'évoquait tout à l'heure, le syndrome Samuel Paty, et on les comprend d'une certaine mesure, et d'autres par pure idéologie ou parce qu'ils considèrent que c'est de l'islamophobie que de faire remonter ces signalements, et ils sont même opposés à la loi de 2004 sur les vêtements. Donc de votre point de vue, ce chiffre, il ne veut rien dire en fait. Non, c'est un indicateur, et on voit dans la mesure où en plus il est en hausse, ça montre que le phénomène, en dépit d'un certain nombre de pressions et de minimisation de certains professeurs, ça continue à progresser, mais il est probablement beaucoup plus important que ces signalements. Frédéric Durand. Oui, moi je pense qu'effectivement, là, il y a une vraie offensive. On le sait d'ailleurs, on le voit, on se sert des réseaux sociaux pour cela, etc. etc. D'ailleurs, j'ai lu ce matin sur l'AFP que, si je ne m'abuse, le ministre a justement dit qu'il y a une loi de 2004, elle doit être respectée pleine et entièrement. Donc il a quand même exprimé un point de vue sur cela. Ensuite, moi je pense qu'il ne faut rien laisser passer. C'est-à-dire que lorsqu'il y a ce genre d'événements qui se produisent dans une école, il faut convoquer les parents, il faut s'expliquer. Il ne faut pas laisser passer. Parce qu'effectivement, alors je ne parle pas de ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre la loi de 2004, à ce moment-là, ils sont contre la loi. Que voulez-vous que je vous dise ? Ils ne peuvent pas assumer leur rôle au sein de l'éducation nationale s'ils sont contre la loi. Mais une fois... C'est compliqué, hein ? Ah ben oui, c'est compliqué, c'est compliqué, mais je pense que la majeure partie de ceux qui ne disent rien ne disent pas parce qu'ils sont en désaccord, ils ne disent pas peut-être parce qu'ils ont tout simplement peur de représailles, et ça se comprend aussi. Donc, il faut que chaque cas soit pris très au sérieux, je pense. Et il faut que les parents soient convoqués, qu'il y ait une explication de texte, parce que la laïcité, ça n'est pas le choix de chacun, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il faut maintenant qu'il y ait de l'autorité qui soit mise en la matière. Je rappelle toujours, moi, que lorsque l'école est devenue obligatoire, elle est devenue gratuite, mais elle est devenue obligatoire aussi. Et à l'époque, beaucoup de paysans, etc., ne voulaient pas envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils voulaient les garder pour travailler. On leur disait, c'est obligatoire, c'est comme ça. Eh ben oui, ça a été comme ça, et c'est comme ça qu'on a démocratisé. Une petite remarque, c'est qu'on a l'impression que c'est des cas individuels, un petit peu et semés par-ci, par-là. Mais regardez ce qui se passe pas très loin de chez nous, à Nanterre, au lycée Jules-Le-Curie. Il y a un blocage. L'une des revendications, c'est pouvoir porter l'abaya et le camis. Parmi les élèves qui
bloquent et qui se sont pris au fort de l'ordre. 14 ont été interpellés et placés en garde à vue. Et sur les portables, il y avait un appel qui a été fait sur Snapchat à tous les fichiers S de la région pour venir soutenir, caillasser les flics et ça, permettre... C'est extrêmement grave. Il y a vraiment des bastions qui sont en train de se constituer ici et là. Et c'est pas seulement de convoquer les parents. C'est-à-dire que si la parole du ministre de l'Éducation nationale n'est pas entendue, notamment à travers cet événement qui se passe à Nanterre, quand est-ce qu'il le sera ? C'est la fin de cette émission. Voilà, la seconde près, hein, vous avez rendu. Vous avez fait de la télé, vous l'avez dit, non ? Ici, essentiellement. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette mi-journée. Dans un instant, nous passerons le flambeau à Clélie Mathias pour le début de La Belle Équipe, que je vous invite à regarder, votre émission de débat dont vous avez l'habitude. Et puis, pour ma part, je vous retrouverai très vite sur l'antenne, déjà demain après-midi. Et puis, la suite de l'après-midi, ce sera avec Olivier de Carenfleck, Punchline, Laurence Ferrari. Merci à tous et à très bientôt. Merci.